VPLP, au départ, c'est un simple sigle, celui de Van Peteghem Loriot-Prévost, rassemblant les patronymes des deux fondateurs qui lancent leur cabinet, pas encore trentenaire, en 1983. 4 décennies plus tard, c'est l'une des plus grosses agences d'architecture navale, forte de 40 salariés, architectes, ingénieurs, designers. Née de la compétition, où elle a remporté toutes les courses, ou presque, l'agence s'est diversifiée dès le début dans la croisière, puis dans le maritime, jusqu'à concevoir un roulier de 120 mètres de long doté d'ailes rigides, Canopée, lancé en 2023. En 40 ans, ces 3 pôles d'activité ont produit plus de 200 plans, soit plus de 7000 bateaux dessinés par VPLP, qui naviguent partout dans le monde. Dans ce podcast en 6 épisodes, lancé à l'occasion de son 40e anniversaire, nous retraçons les grandes étapes de la saga VPLP, en compagnie de ceux qui la vivent aujourd'hui. Depuis la passion du multicoque des débuts, qui imprègne toujours l'équipe, jusqu'aux innovations dans la propulsion décarbonée, désormais marque de fabrique de l'agence. Bienvenue à bord de VPLP Design, 40 ans d'architecture navale, un podcast de VPLP produit par Tip & Shaft Studio. Pour ce 6e et dernier épisode de la saga des 40 ans de VPLP, on retrouve Simon Vatin, qui est le président de VPLP, de l'agence VPLP. Salut Simon. Salut Pierre-Yves. Et alors avec toi, on va parler de l'activité maritime de VPLP. Alors maintenant, c'est un petit peu connu, mais sur le papier, comment est-ce qu'une agence qui a commencé par dessiner des multicoques de course, dont c'est l'ADN de départ, se retrouve à dessiner, je vais prendre un exemple très concret, un roulier de 120 mètres de long qui s'appelle Canopée, avec des ailes rigides pour le propulser en partie en complément de son moteur. C'est quoi qu'est-ce qui fait que quand on est focalisé sur aller vite au Reaching sous Grande Genac, on se retrouve à faire des bateaux de commerce? Bah justement, on peut remonter à notre précédente discussion sur la Coupe de l'América en 2010 avec Oracle et ce grand trimaran à elle, qui est un petit peu la genèse de cette aventure-là chez nous, où à un moment, en voyant ce bateau et cette aile, Marc s'est dit ça c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait utiliser pour l'avenir avec d'autres applications. C'est vraiment le gréement du futur. Il a un flash, ou qu'est-ce qui lui fait? Parce que c'est pas juste une illumination, il y a de la rationalité. C'est parce que l'efficacité de l'aile est très élevée, quoi. Le rendement, comme on dit. Je suis pas dans sa tête à ce moment-là, bien sûr, mais ce qu'on en voit d'objectif, c'est effectivement l'efficacité d'une part, mais surtout la capacité à se dire que tiens, ce gréement-là, en fait, il va pouvoir être contrôlé de manière automatique, sans avoir des ficelles, des vergues, des cacatois et 40 mecs qui grimpent sur les mâts pour les ferler. Et c'est vraiment ça, on va dire le déclencheur et la vision de se dire mais c'est grâce à cette techno-là c'est cette techno-là qu'on va pouvoir transformer en un moteur éolien qu'on va pouvoir coller sur des bateaux de manière vraiment réaliste et utile. Et donc ça c'est 2010, 2011 et donc il y a un bout de temps, quoi. Il y a un bout de temps, voilà. Donc la vision, elle vient de loin, quoi. Voilà. Et moi j'ai des souvenirs très vivaces de jeunes ingénieurs à aller taper à des armateurs, des transporteurs de charbon, des transporteurs de bétail, pour leur dire regardez, là on a ce grand machin de 40 mètres qu'on pourrait faire en métal, qui se cambre, et vous allez voir, donc avec des calculs de coin de table, on va pouvoir faire des savings de 10, 20, 30%. Ce que tu appelles les savings, c'est les économies de carburant. Des économies de carburant, exactement. Pour les convaincre, il faut des arguments très concrets, quoi. Exactement. On passe un petit peu d'un monde d'aventuriers ou de passionnés, donc drivé plutôt par le cœur, à un monde où voilà, on est là pour faire du business, on transporte des choses, les marges sont faibles, on n'est pas là pour rêver, et on a pendant un bon moment et sous l'impulsion de Marc essayé d'amener du rêve réaliste et qui a du sens à ces gens-là, et ça a commencé en 2011. Jusqu'à un peu ce grand moment où on a pu voir Canopée, ce bateau de 120 mètres avec ses 4 ailes en vrai, sur l'eau, notamment quand on l'a vu à son baptême à Bordeaux avec tous les gens qui étaient là depuis le début du projet. Enfin, c'était un sacré moment. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce bateau, parce qu'il est quand même il est étonnant, même pour un bateau de marine marchande, si je puis dire, il a une gueule, quoi. Ouais. Déjà Canopée, c'est le plus grand plan VPLP à date, de loin, d'ailleurs, d'assez loin. Et donc c'est ce qu'on appelle un roulier. Donc c'est un navire qui transporte une cargaison qui rentre
elle-même en roulant dans le bateau, donc dans des camions typiquement, sur des chariots roulants. Donc c'est un bateau qui fait 120 mètres de long et 21 mètres de large, et qui a une section, alors qui a un château avant, donc qui a un nez un peu rond et Très aéro, très aéro, tout l'espace de vie à l'avant, et qui est surtout équipé de 4 ailes, donc 4 mâts autoportés avec des ailes à cambrure variable de 37 mètres de haut chacun. Donc il a quelque chose comme 1300 mètres carrés, 1350 mètres carrés de voile, et de voile doublement efficace par rapport à une GV classique, quoi. En termes de rendement, tu veux dire? En termes de rendement aéro. Alors, évidemment qu'il ne se déplace pas que à la voile. C'est une propulsion de complément, quoi. Absolument, ouais. C'est vraiment là un peu ces nouveaux navires de travail, de transport, où on va utiliser le vent comme moteur secondaire, comme appui pour finalement soulager la propulsion, et par conséquent réduire la conso de carburant, qui en plus c'est quand même souvent du carburant assez sale, donc on est assez heureux d'en consommer moins. Alors, raconte-nous un peu très rapidement la genèse de ce bateau, parce que il joue un rôle qui est pas commun. C'est le bateau qui transporte des éléments de la fusée Ariane de Bordeaux jusqu'à Kourou. Enfin, je pense qu'il fait un petit circuit avant. Donc, il a une route dans les Alizés assez précise. Donc, raconte-nous un peu la genèse d'un projet comme celui-là. Parce que quand t'arrives et quand t'étais jeune ingénieur et que tu frappais aux portes pour dire on va mettre des ailes rigides, les gars au début ils te rigolaient au nez, quoi. Voilà, c'est ça. Si on rembobine un petit peu sur cette aventure-là, cette période-là était effectivement, on avait un amusement poli, voire pas très poli de la part de nos interlocuteurs, et donc à la suite de ça, Marc s'est un peu décidé à impliquer un peu plus VPLP dans vraiment la conception un peu détaillée de ce moteur éolien, et montrer qu'en fait ça allait marcher. Et donc il y a eu toute une phase de prototypage avec un proto sur un bateau de 20 pieds, puis ensuite sur le catamaran Energy Observer, qui a navigué pendant quelques dizaines de milliers de milles à échelle réduite, Qui a fini il y a quelques mois son tour du monde. Il y a quelques mois son tour. Et nous, en tant qu'archi, on s'est en même temps creusé la tête pour imaginer qu'est-ce qu'on allait dessiner comme bateau en dessous de ces ailes. Parce qu'aujourd'hui, un bateau de commerce, il a une typologie qui est assez typée, et on sait ce que c'est, on sait ce qu'est un roulier, on sait ce qu'est un transporteur de charbon, un vraquier, etc., avec une certaine norme qui est liée typiquement à une optimisation de dessin en fait assez poussée, quoi. En gros, on est sur une V12 de la jauge, et nous on s'est dit peut-être qu'en mettant des ailes, en mettant du vent dans les bateaux, on va revenir à une V0, on va un peu éclater le cadre, et mais comment ça marche un bateau en dessous de ça? Donc il y a eu, en parallèle de l'aventure un peu il y a eu aussi un travail bateau. Et donc on a travaillé sur un certain nombre de concepts de navires de transport le plus réaliste possible, avec une étude de performance, une étude économique. Et à ce moment-là, en 2018, on a eu vent d'un appel d'offres de la part d'Ariane Group pour transporter des éléments de la fusée Ariane 6. Je te coupe à l'instant. Tout le travail que tu te décris, c'est le travail que vous menez sur les bateaux de course, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est les mêmes méthodes, le même savoir-faire appliqué aux gros bateaux de commerce, quoi. Ouais, tout à fait. On rajoute un peu on rajoute une variable dans l'équation qui est celle de la consommation et ou celle de l'optimisation de coûts, quand même, de design to cost, qui est quelque chose qu'on a aussi dans nos projets plaisance industriels. Et donc c'est une logique finalement d'innovation, de transversalité, de créa sur des produits, sur des objets qui sont différents, avec des contraintes qui sont différentes, qu'on a évidemment dû apprendre. On s'improvise pas comme ça, dessinateur de ce genre de bateau. Mais on a cette ouverture avec la nouveauté de la propulsion par le vent. Alors du coup, je t'ai coupé, mais on revient à 2018 et donc ce fameux appel d'offres. Donc ce fameux appel d'offres, on en avant relativement tard, on propose quelque chose, navire qui avait 6 ailes à la base, très aéro, très looké, face à quelques quand même ténors du circuit. On s'allie avec un consortium d'armateurs, Gifmar, Zephyr et Boré, et au final on gagne en fait. Enfin, le groupe gagne. Donc là, super, mais enfin bon, va falloir un peu surpris quand même. Agréablement surpris. Et à partir de là, on s'est vraiment structuré et on a un peu mis en place un pôle dédié avec une équipe qui a grossi et qui se spécialise un petit peu dans ces bateaux-là.
On a finalement, on essaye de marcher un petit peu sur toutes nos jambes. Je pense que c'est une expression qu'on aime bien chez VPLP, ça. Sauf que vous en avez 3, maintenant, quoi. on en a poussé une troisième. Enfin bref, on essaye de trouver la bonne balance entre une spécialisation par rapport au type de navire et en même temps de la transversalité par rapport à ce qu'on sait faire aussi avec les équipes d'ingé, avec les équipes de design, avec les équipes performance. Je reviens un instant sur Canopée. C'est quoi les résultats au final? Tu parlais des savings avec lesquels tu essayais de convaincre les armateurs. Est-ce qu'ils sont au rendez-vous parce que ça fait déjà plusieurs mois que le bateau navigue? Ouais, on a eu la chance du fait du programme du bateau de pouvoir lui faire plusieurs transats sans ses ailes, ce qui n'était pas prévu, mais qui nous donne une base de comparaison assez fair. Et les savings sont là, ils sont au-delà de nos expectations, n'est-ce pas? Les savings sont au-delà des expectations. Donc en tout cas, les résultats, les économies de carburant sont au-delà de ce que vous attendiez. De nos prévisions initiales. Et on en est très content. Ouais, c'est sûr que c'est une belle réussite. Ouais. Et alors du coup, ça ouvre pour vous et pour le pôle maritime que tu diriges, on l'a pas précisé tout à l'heure, ça ouvre quoi? Ça ouvre beaucoup de possibilités. Là, il y a encore un travail de conviction, j'imagine, des armateurs à faire, mais en tout cas, vous, c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous engouffrer, parce que la preuve de concept, si jamais, je sais pas si on peut appeler ça une preuve de concept, en tout cas, voilà, c'est une belle preuve de concept. Du coup, ça va vous permettre de décliner cette offre-là. Alors il y a plusieurs axes. Il y a effectivement se dire qu'on décline cette offre-là sur un bateau comme Canopée, un roulier, ce sur quoi on travaille, et on a la chance d'être à nouveau sollicité pour réfléchir sur ce type de bateau. Et ce qui est absolument excitant dans la période dans laquelle on vit, il faut avoir des points positifs de temps en temps, c'est qu'en fait il y a plein de solutions au problème de se dire comment on réduit la consommation de carburant d'un navire de travail. Et il y a plein de solutions sous forme de plein de navires possibles, différents à imaginer. Et donc ça va d'une navette de transport de passagers à la voile comme Sailcoop à un bateau assez traditionnel, un peu plus traditionnel, parce que comme Canopée sur lequel on va mettre des ailes, il y a des possibilités de rétrofiter des navires existants, il y a des choses qui sont plus innovantes comme le projet Vela par exemple, et donc au final on se retrouve avec un champ des possibles architectural qui est absolument éclaté, extraordinaire, et sur lequel on répond présent avec nos outils, avec nos atouts, avec notre équipe. On peut creuser un petit peu le projet Vela, parce qu'il est assez emblématique, quoi. Il est porté entre autres par François Gabard, qui a navigué et gagné pas mal de courses sur des bateaux de course signés VPLP, notamment un Vendée Globe et un Tour du Monde en solitaire en ultime. Et là, du coup, c'est un garçon qui a un peu les mêmes convictions que vous, hein. C'est que le savoir-faire de la course est transposable dans celui du transport de marchandises. Donc pour lui, vous avez conçu un trimaran de transport pour transporter des biens assez précis à travers l'Atlantique. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, parce que il incarne assez bien à la fois l'ADN de l'agence et puis la réalité d'aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Ce projet-là, qui est porté par François et ses associés, résume bien un petit peu ces passerelles qu'on peut voir aujourd'hui entre la course et les enjeux de décarbonation dans le transport, entre autres. Mais là spécifiquement dans le transport. Donc effectivement, c'est le brief, c'était de trouver un bateau, de dessiner un bateau qui transporte un certain type de colis de manière assez définie, à la voile, exclusivement à la voile, de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. Au final, on a un peu fait comme nos chers anciens, on s'est dit tiens, un multi c'est quand même pas mal pour ça, dans des conditions de chargement qui sont ce qu'elles sont, hein, on transporte pas des choses très lourdes et très denses, et là il se trouve qu'on pense qu'un multi et un tri même ça fonctionne bien. Et alors, il fait quelle taille? À quoi il ressemble? Donc, ce bateau-là, c'est un trimaran en acier. Ce sera un trimaran en acier. En alu. En alu. J'ai dit alu, voilà. Un trimaran en alu. Ça, vous avez jamais fait. Enfin, à part Canopée, quoi. À part Canopée, sinon, vous avez jamais fait. Ouais. Non. On a fait des tout petits trucs. Mais oui, donc là, un tri en alu de 68 mètres, 25 mètres de large, avec deux ponts de chargement complètement fermés. Quelque chose comme 1600 mètres carrés de voile. Donc voilà, il fait la moitié de la taille de Canopée, il a à peu près autant de surface de voile. Ça donne un petit peu un ratio puissance ouais. entre les deux objets. Et donc par rapport à notre futur, à notre positionnement, c'est ça qu'on veut continuer à faire, c'est explorer un peu ce champ des possibles là, tant qu'il y a possibilité de créer et d'innover, et que les gens se posent un petit peu des questions sur ce que peut être le futur et ce que peut être des nouvelles réponses
à ces besoins-là. Dans ce futur monde, enfin ce monde actuel de la propulsion décarbonée qui est en train de beaucoup se développer et dans lequel il y a beaucoup d'acteurs de la course qui s'investissent. Il y a des terrains qui vous semblent pas du tout possibles pour vous ou vous vous interdisez rien. On a vu beaucoup, si on va sur le site internet de VPLP aujourd'hui, on voit beaucoup de bateaux concept qui sont des bateaux qui n'existeront pas mais qui sont comme les concept cars, quoi. Est-ce que vous, dans ce monde-là, on a l'impression que tout est possible? Est-ce qu'il y a quand même des voies que vous souhaitez privilégier? On va quand même privilégier les voies où on peut apporter une réponse un peu pertinente. Et donc le Vélic et l'assistance Vélic en est quand même une. On s'interdit rien dans le sens où si on nous pose une question, on va essayer d'y répondre. Maintenant, clairement, on progresse aussi sur tout ce qui est énergie à bord, énergie de propulsion, dont on voit que c'est un petit peu assez concomitant. Enfin, tout ça va un peu dans le même panier. Si à un moment on veut faire un bateau sobre, il faut penser vent, il faut penser propulsion, il faut penser énergie à bord, il faut penser déchets. Et donc on fait ce qu'on pourrait un peu pompeusement appeler de l'éco-conception de navires. Ce qu'on entend souvent dans la course au large, très orienté sur tout ce qui est matériaux composites, biocomposites. Aujourd'hui, on le décline aussi de manière assez importante sur tout ce qui est aspect énergétique au sens large. Et donc l'éco-conception dans le monde du monde du travail maritime, quoi, est beaucoup plus large que celui de la course, quoi. Elle est en tout cas assez différente. Les matériaux sont beaucoup plus restreints pour des raisons de sécurité, d'industrialisation. Par contre, les problématiques sont beaucoup plus centrées autour de ce qu'on peut avoir comme énergie à bord, en fait. Ça veut dire que vous avez des ingénieurs qui commencent à devenir experts en propulsion électrique, en propulsion diesel, tout ça. Voilà, exactement. Vous bossez cet aspect-là aussi aujourd'hui, quoi. On bosse cet aspect de carburant, de nouveaux carburants, de bilan électrique, d'architecture propulsive. Est-ce que se pose un petit peu la question, on sait bien optimiser une hélice sur un bateau à moteur, mais on a énormément d'inconnus sur comment optimiser une hélice sur un bateau qui avance à la voile. Et des fois, il avance complètement à la voile, des fois il avance que au moteur, et souvent c'est entre les deux, avec de la dérive, avec de la gîte. Et les gains de rendement, en fait, ils sont là, ils sont à prendre. Donc ça sert à rien c'est comme dessiner un ultime et lui laisser une grosse hélice tripale fixe de 1 mètre de diamètre. On ça fait pas pas. Possible. Et ben de la même manière, si on se décarcasse à faire un canopé avec un étrave aéro et 4 ailes, on va aussi regarder ce qu'on met sous l'eau. Et pas que la carène, on va aussi regarder la ligne d'arbre et la forme de l'hélice et comment on utilise l'énergie qu'on a économisé grâce à nos ailes. Et ça, par exemple, ça c'est quelque chose c'est une réflexion que vous n'aviez pas au départ sur la course. Est-ce que du coup, la recherche que vous menez ou tout ce que vous apprenez sur la partie maritime, sur le transport maritime et la décarbonation du transport maritime, est-ce que c'est des choses qui peuvent vous servir ensuite quand vous allez dessiner des nouveaux bateaux de course? Alors, pas tant sur la course, mais sur la plaisance. Plus, on se rend vraiment compte que, et c'est là que c'est vraiment très chouette, qu'on a ces ping-pong chez nous. Et avec nos partenaires, avec nos clients, de se dire, bah, tiens, en fait, aujourd'hui, à des chantiers ou à des clients plaisance, on va pouvoir leur dire, ouais, mais maintenant, on sait bien faire un bilan électrique. Regarde, est-ce qu'on questionne la phase de production, la phase d'usage? Bah, les matériaux, bah oui, on connaît un peu, mais regarde maintenant à quel moment on met le moteur, à quel moment on utilise la clim, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et on a un petit peu ce ping-pong-là où l'équipe maritime n'est pas que à demander son expertise à une équipe Vélic. L'équipe Vélic va aussi dire, tiens, est-ce que tu peux m'aider sur ce choix de pale, sur ce choix de moteur, sur cette problématique-là? C'est quoi la suite pour VPLP et sur cette partie maritime? On a vu, il y a plein de projets, mais vers quoi on se dirige en termes de développement? Est-ce que ça va prendre une grande part de l'avenir de l'agence? Est-ce que pour vous c'est en fait à quel stade de développement on en est encore de cette activité aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui on tâtonne, on s'éclate déjà, ça c'est pas mal, on nous demande notre avis, on commence à se faire un petit nom dans cette place-là, ce qui n'était pas du tout gagné parce qu'on n'était pas vraiment attendu. On reste assez humble par rapport à ce qu'on est capable de faire et ce que les autres sont capables de faire, donc on s'ouvre à d'autres types de projets, d'autres types de partenaires. On s'interdit pas des collabs comme on a pu faire en course notamment, qui ont été assez sympas. Et donc là, pour répondre
rapidement. On continue sur notre lancée d'essayer de créer des moutons à 5 pattes quand on nous le demande et d'apprendre un petit peu continuer à apprendre sur ces bateaux-là, quoi. Une petite question quand même, on a beaucoup parlé de propulsion vélique. Vous avez été parmi les premiers à implanter des foils sur les IMOCA. Maintenant tous les bateaux volent. Est-ce que c'est, je reviens un peu en arrière, est-ce que c'est un outil, est-ce que c'est un appendice qu'on va voir arriver tôt ou tard dans le monde du travail maritime? Alors c'est quelque chose sur lequel on bosse, on a pas mal bossé, on bosse encore. C'est oui, il y a pas mal de projets sur des bateaux plus petits, sur du transport de passagers, Oui, pas sur du cargo, mais, voilà. mais sur des navettes rapides, ça peut. Sur des navettes rapides, sur des pilotes, des choses comme ça. Ça pose encore des questions de simplicité, de fragilité, de maintenance. Donc on en fait là où la course, quand on a fait la partie performance, on a terminé. Là aujourd'hui, on est à peu près convaincu de la performance, mais c'est un petit peu la partie facile sur le maritime. Il faut réussir à ce que tout le reste suive, c'est-à-dire la conception détaillée pour la maintenance, pour tenir les prix, tout inclus en fait, prix d'opération, prix d'achat, prix de maintenance. Et c'est une équation qui est pas simple. Ouais. C'est un monde un peu moins poétique que la voile de compétition, quoi. Hein. C'est d'autres facteurs et c'est intéressant aussi, quoi, de se dire, ok, si on fait ça et si on s'arrache pour avoir des centièmes, il faut que ça ait du sens au final pour tout le monde. Et ce qui est chouette aussi, je pense que ce qu'on apporte, c'est qu'on a cette culture un petit peu de l'optimisation de la performance et on va justement nous continuer aussi à s'arracher pour gagner les dixièmes de nœud, les choses comme ça. On va pas trop sombrer on essaie de pas sombrer dans la facilité. Très bien. Merci beaucoup, Simon. Merci Pierre-Yves. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de VPLP Design 40 ans d'architecture navale. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'agence et sur ses projets, toutes les infos sont sur vplp.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à la page LinkedIn de VPLP pour suivre son actu.